Jeudi 19, début d'après-midi, il a neigé cette nuit. Il a fait modérément froid, température négative. Je crois que ma station a frôlé les -3, ou dépassé légèrement les -3. Au ras du sol, les autres sondes que j'ai ont enregistré des -4,7. Ce type de température, là où se trouvent les légumes, et Météo France à Strasbourg, je crois que c'est -2. Bref, fait gris. J'ai laissé les volets ouverts, donc j'espère que ce ne sera pas trop contrasté. J'ai mis un projecteur parce que j'avais pas envie de m'enfermer. Peu importe, il fait gris et donc je vais essayer de terminer cette troisième partie de cette réflexion sur le changement climatique. Et cette troisième partie va plutôt concerner les aspects agronomiques. Après avoir posé le débat sur la base des chiffres enregistrés à la station de Météo France à une douzaine de kilomètres, il est temps maintenant d'esquisser un peu une réflexion autour de nos façons de jardiner. Je le répète, sans aucune chance de convaincre ceux à qui je pense, mon objectif n'était nullement de démontrer qu'il y a changement climatique ou pas. Pour moi, c'est un non-sujet. Il y a, par rapport aux conditions dans lesquelles jardinait mon père, ici en Alsace, un changement considérable que j'ai essayé, dont j'ai essayé de dessiner les différents éléments du puzzle, et pas seulement la température. Mon objectif n'était absolument pas de rentrer dans le débat sur les causes de ce réchauffement climatique, même si, pour essayer d'envisager l'avenir proche, j'ai eu recours aux modélisations des uns et des autres, et ce qui nécessairement fait appel à des causes. Mais la plupart d'entre vous ont bien compris que je distinguais deux choses, ce qui est établi, et si j'ai parlé de négationniste avec une certaine virulence, et si je continue, entendons-nous, il y a eu un commentaire intéressant, entendons-nous sur le terme négationniste. Le terme négationniste est apparu dans un contexte où une personne a nié l'existence des chambres à gaz, ce qui est attesté, avéré par 10 000 documents, donc un huluberlu qui s'oppose à un consensus n'est pas quelqu'un qui a raison, ça reste dans une démarche scientifique un huluberlu. Et donc, au sens strict, voilà, le négationnisme, par extension, le négationnisme, c'est le fait de contester des faits historiques dont la véracité est avérée. Et c'est dans ce sens que je maintiens négationniste par rapport aux gens qui contestent que le climat a changé, que le climat dans lequel je jardine aujourd'hui est le même que celui qu'avait connu mon père. Et donc sont pour moi des négationnistes, des gens qui vont clamer « Ah, il a neigé, la preuve que le climat ne se réchauffe pas ». Je parle bien donc de négationnistes du changement climatique. L'été, quand il fera des canicules, ah oui, mais ça a toujours existé. Donc là, on nie ce que je me suis évertué à mettre à plat pour le passé tout à fait récent,
dans les deux parties qui ont précédé. Je maintiens donc à l'encontre de ces personnes le terme de négationniste. C'est ce qu'ils sont. Quand on nie des évidences, on est un négationniste. Allez, c'est parti. Donc, on était resté un peu sur notre faim en disant, en étudiant les précipitations et en regardant un peu troublé le fait que c'est pas si net que ça avait monté d'abord, que ça baisse actuellement et qu'on est à peu près aujourd'hui dans la même situation que celle qu'avait connue mon père après-guerre. Et donc, j'avais très clairement exprimé le fait que, j'étais un peu sur le cul, et parce que la sensation que les légumes, ces dernières années, souffrent de manque d'eau, je l'ai vécu de façon répétée, et dans l'introduction d'une des parties précédentes, j'explique bien qu'à un moment donné, j'étais parti pour dire avec un potager du paresseux, vous mettez beaucoup de foin, vous couvrez le sol, et pour peu que vous ayez un sol qui a une bonne texture argilo-limoneuse ou limono-argileuse, tout va bien se passer. J'étais parti avec une extrême naïveté, et peut-être que la vidéo traîne encore en ligne, puisque je ne supprime rien, et j'ai très vite, assez vite au début, ça a marché, puis 2019, 2022, etc., j'ai pris de plus en plus de claques, ce qui m'a amené à faire toute cette recherche. Donc on va essayer, je vous avais insinué qu'il y avait quand même une explication, que ce ressenti n'était pas factice, mais qu'il ne s'expliquait pas uniquement ou strictement par les précipitations. Il faut quitter des yeux son pluviomètre ou les relevés météo, et il faut réfléchir plus globalement le système sol, plante, climat. C'est là, entre ces trois éléments, que ça joue. Et donc, ça nous amène à la notion d'évapotranspiration potentielle. Au demeurant, j'avais fait une vidéo cet été quand avait fleuri cette polémique autour de l'extrait de ce qu'avait dit un jardinier professionnel, qu'il produisait des légumes sans eau. Donc cette vidéo est toujours en ligne, je crois que c'est la 2 de la série Histoire d'eau. Donc, il y a une partie de répétition là, puisque dans cette conférence pour les jardiniers professionnels, je partais du principe qu'ils n'avaient pas eu le temps de regarder cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est l'évapotranspiration potentielle? C'est la quantité d'eau que perd un sol et les plantes qui le recouvrent, aurais-je dû dire, lorsqu'il est entièrement couvert par de la végétation et lorsque il y a suffisamment d'eau dans ce sol. Un sol archi-sec ne perd pas d'eau. Hein. Donc, c'est à la fois le résultat de la transpiration des plantes qui leur est indispensable, hein, j'insiste là-dessus, n'essayez pas de réduire la quantité d'eau à disposition des plantes sans craindre la chute de la production, voire des dégâts irréversibles, des feuilles qui se dessèchent, qui sont brûlées, ou des fruits qui portent des traces de brûlure. Donc, transpiration des plantes absolument nécessaire à ne pas combattre, et l'évaporation d'eau du sol. Donc, une partie de l'eau qui part vers l'atmosphère va traverser les plantes, être utile, et une partie, lorsque notamment le sol est nu, va aller directement dans l'atmosphère par évaporation. Et là, bien entendu, il s'agit
d'une perte. Cette perte d'eau, on peut essayer de la contrôler. Cette ETP, évapotranspiration potentielle, est plus ou moins ce qu'on pourrait appeler le besoin en eau d'une culture, c'est-à-dire combien il faut d'eau au sol et aux plantes pour que le système ne se dessèche pas. J'en profite au passage pour tordre le cou à une idée bien ancrée chez beaucoup de jardiniers et qui serait qu'il y a comme un tableau des besoins en eau d'un légume ou d'une culture, etc. Cela n'existe pas pour une raison que nous allons voir. Le besoin dépend du climat et non pas de la plante. En ce moment, j'ai des magnifiques Batavia et j'ai des magnifiques scaroles dans mon potager dont le besoin est quasi nul. Quasi nul parce que l'atmosphère est saturée et que la croissance en ce moment, par manque de lumière, par manque de soleil, par le fait que les températures sont trop basses, est extrêmement faible. La même scarole, au même développement, cet été, au mois d'août, m'aurait bouffé 5-6 litres d'eau par mètre carré de cette culture. Donc sortez-vous de la tête l'idée qu'il y a un besoin d'eau et qu'il suffit avec son arrosoir de verser ce qui a marqué dans un tableau. Vous faites fausse route, soit vous arrosez pas assez, soit vous arrosez de trop, souvent, donc vous gaspillez de l'eau, peut-être que par chance, vous arrosez juste ce qu'il faut. Je l'évoquais, cette ETP, évapotranspiration potentielle, qui représente donc le besoin de votre culture, sol y compris, et organismes qui vivent dans le sol y compris, c'est les grands oubliés de l'imaginaire jardinière. Vous imaginez tous que vous arrosez les légumes, et les vers de terre, et les bactéries, et les champignons, et tout ça, vous vous en foutez, vous n'y pensez pas une seconde. Or, c'est essentiel dans la coopération qui s'installe entre les plantes et ces organismes du sol et le fait d'entretenir des galeries dont j'ai parlé, si jamais il y a un orage violent, que l'eau rentre dans le sol, etc. Donc je voudrais aussi que vous élargissiez votre vision de l'arrosage. Vous arrosez un système et non pas telle et telle et telle plante dans ce système. L'ETP, donc, est une donnée météorologique et ça se calcule. Ça se calcule par, il existe différentes formules sur lesquelles je passe, mais qui tiennent généralement compte de 4 facteurs que nous avons balayés précédemment. La température de l'air. Plus l'air a une température élevée, et plus elle peut contenir d'eau, et plus, si elle n'est pas déjà saturée, elle va réclamer d'eau au système sol-plante. Quelque chose que tout le monde qui a fait sécher du linge connaît. Vous suspendez votre linge, en général, il sèche plus vite quand la température de l'air est plus élevée. Deuxième facteur extrêmement important, la vitesse du vent. Le renouvellement de l'air que crée le vent fait que, en fait, cette exigence d'arracher de l'eau à vos plantes et à votre sol est renouvelée sans cesse. Le sol et les plantes lui donnent de l'humidité et floum, ça arrive et ça balaye, remplacé par de l'air qu'il faut à nouveau, dont il faut à nouveau satisfaire la demande en eau. Donc la vitesse du vent, et là encore pensez juste au linge, est un facteur important. L'hygrométrie c'est quoi? Ou humidité relative, c'est la part de vapeur d'eau, invisible, qu'il y a déjà dans l'air par rapport au maximum que ça peut contenir. Plus l'hygrométrie est basse, et plus ce même air, avec la même vitesse de vent, à la même température,
va tenter d'arracher de l'eau au système. Donc l'hygrométrie est un facteur essentiel. Malheureusement, vous le notez ici que dans les deux parties qui ont précédé, dans le diagnostic, je n'ai pas cet élément-là parce qu'il n'était pas disponible pour moi gratuitement sur une série suffisamment longue pour en tirer des données représentatives. Ce qu'il y a de certain, c'est que j'avais les yeux sur ma station météo, enfin sur l'écran qui me ramène les données de ma station météo là-bas, et pendant tout le début de l'année 2022, l'hygrométrie de l'air était dramatiquement basse, très souvent plusieurs heures par jour, 8 heures, 10 heures, en dessous de 40%. Donc l'air renfermait moins de la moitié de l'eau qu'elle peut renfermer, c'est-à-dire qu'elle essayait d'arracher. Dernier facteur, on l'avait évoqué, c'est l'intensité du rayonnement solaire, toute longueur d'onde comprise, visible, pas visible, etc. Donc une certaine quantité d'énergie qui a son origine dans le Soleil, après avoir traversé la couche d'ozone, l'atmosphère, après qu'une partie ait été retenue et renvoyée dans l'espace, une partie va arriver au sol. Partie plus ou moins importante, suivant qu'il y a des nuages, pas de nuages, qu'il y a de la poussière dans l'air, pas de poussière, de la vapeur d'eau dans l'air, etc. Et donc les stations météo modernes enregistrent l'intensité de ce rayonnement qui arrive à Terre. Et il est facile à comprendre que la photosynthèse n'absorbant essentiellement que 2 longueurs d'onde dans la lumière, du côté des longueurs d'onde des lumières rouges et du côté des lumières bleues violettes, tout le reste, et en particulier la lumière verte, en particulier l'invisible, les infrarouges, les ultraviolets, etc., sont absorbés par les plantes, les feuilles, et transformés en chaleur, puisque la plante ne sait pas l'utiliser pour la photosynthèse. C'est une des raisons pour lesquelles les plantes attrapent des coups de soleil. Si elles ne sont pas assez protégées, sortez une plante qui a passé l'hiver dans votre salon, et si vous ne faites pas attention, en plein soleil, vlam, le soir, elle a pris parfois un coup de soleil. Donc cette intensité du soleil, si elle est plus importante, va aussi jouer sur la quantité d'eau que les plantes vont évaporer pour lutter contre cette chaleur qui leur tombe en quelque sorte dessus. Et c'est là que tout à coup les choses deviennent plus limpides. On a vu, à l'exception de l'hygrométrie pour lequel je n'ai pas de données sur une période longue, mais où j'ai pu constater, notamment cette année en 2022, que le nombre de jours où l'hygrométrie, le nombre d'heures par jour et le nombre de jours par mois pendant lesquels l'hygrométrie est inférieure à 40%, 40% c'est peu, c'est très très peu. Ce nombre de jours a été faramineux au mois de mai, de juin, de juillet, d'août, etc. Et donc, tous ces facteurs évoluent suite au changement climatique tel qu'on l'a décrit et essayé de comprendre, et tout évolue dans le mauvais sens pour les plantes et le potager. C'est-à-dire, tout évolue vers le système, l'atmosphère réclame plus d'eau au système.
Température plus élevée, le linge sèche plus vite, donc votre potager sèche plus. Vitesse du vent plus élevée, plus fréquente, nombre de jours en augmentation nette, on a vu. Et donc, votre potager, comme votre linge, sèche plus vite, plus régulièrement. Hygrométrie, on vient juste de le dire, parfois basse à un point tout à fait incroyable. Et donc, l'atmosphère réclame de l'eau. Intensité du soleil, dans le mauvais sens, elle augmente. Donc, les plantes doivent climatiser en consommant plus d'eau. Donc, tout évolue dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens défavorable à votre potager. Et du coup, ce que j'avais faim de ne pas comprendre, de ne pas bien comprendre à la fin de la deuxième partie, devient tout à coup extrêmement limpide. La sensation de sécheresse qui frappe nos potagers, qui frappe nos légumes, est tout à fait réelle, mais ce n'est pas tant qu'il ne pleut pas assez, même si cela joue certaines années comme en 2022, mais c'est de loin pas le facteur essentiel. Le facteur essentiel, c'est ce que l'atmosphère réclame à votre potager, à vos légumes, et là, ça explose. Ça explose, donc le système a de plus en plus de mal à suivre. En gros, imaginez que vos revenus baissent significativement et qu'on n'arrête pas d'avoir des taxes qui augmentent. Donc ce qui vous reste diminue et à un moment donné, vous êtes dans l'impasse. Voilà la situation de votre potager. Toute allusion là, aux taxes et aux revenus, évidemment, c'est juste une allégorie pour essayer de vous faire comprendre ce mécanisme pour que vous cessiez, parce que c'est ça mon objectif, j'aimerais que vous ouvriez un peu les yeux, non pas en regardant seulement les précipitations, bien sûr il faut les regarder, ça reste un facteur climatique essentiel et dans la météo ça reste une donnée fondamentale. Mais il faut regarder plus largement qu'est-ce qui nous tombe dessus si on veut réagir, s'adapter de façon appropriée. Sinon on va verser de l'eau, combien il n'y a pas besoin, ben, on verse, mais de l'eau, on verra bien. Et puis à un moment donné, il n'y a plus d'eau, et on verra bien. Voilà donc. Et donc si vous retenez une chose de ce passage, c'est que de plus en plus, avec le changement climatique, les cultures se voient imposer une demande d'eau, un besoin en eau qui augmente du fait du changement climatique et que de plus en plus, elles ne sont plus en mesure de satisfaire. On va y venir un peu plus loin quand je parlerai de déficit agricole. Alors on va examiner un peu cette histoire d'ETP et pour cela je vais changer de source. Jusque-là j'ai utilisé les données météo de la station de Strasbourg-Ensheim et là je vais basculer. L'ETP n'étant pas disponible publiquement et comme je n'ai pas acheté les données telles qu'on peut en disposer chez un certain nombre de structures météorologiques, je me suis basé sur un autre rapport public qui s'appelle les rapports Oracle. Je vais y venir dans un instant. Ça existe dans plusieurs régions. En Alsace, on peut le télécharger gratuitement sur le site de la Chambre régionale d'agriculture et y trouver des données tout à fait intéressantes. Au passage,
Notez que parmi les, ceux qui ont financé ces études et qui les ont publiées figurent des dangereux activistes tels que la Chambre régionale d'agriculture qui, dans le Grand Est, est plutôt conservatrice. Il y a des régions ou des mouvements plus inspirés de la Confédération rurale, des mouvements bio, etc., ont un peu secoué le cocotier. En Alsace, ce n'est pas le cas. Région Grand Est, elle aussi connue pour un certain centrisme, loin d'être de dangereux gauchistes. L'ADEME a participé et des financements publics. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose dont on pourrait penser qu'ils essayent d'estomper l'ampleur des phénomènes plutôt que de les exagérer. Ce n'est qu'un avis, c'est le mien. Alors, ce oracle, c'est en fait un acronyme tiré de Observatoires régionaux sur l'agriculture et le changement climatique. Et outre la région Grand Est, ont engagé cette démarche 5 autres régions, Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire, Normandie, Centre, Val-de-Loire. Si vous êtes dans ces régions, je vous recommande vivement d'y jeter un œil, de les télécharger gratuitement et d'y jeter un œil. Encore une fois, ce ne sont pas des dangereux activistes qui font du buzz avec des données peu fiables. Et donc, quand on regarde là pour l'Alsace, les deux départements, ici le 67, donc le 67 c'est le Bas-Rhin, pour l'été, on voit que cet ETP calculé monte régulièrement. Et ces derniers temps, ça s'arrête en 2015. Malheureusement, ces études auraient tendance comme ça à monter. Encore une fois, à prendre avec prudence puisque quelques années sont des événements météo, ne sont pas une tendance lourde. Ce rapport est très intéressant parce que donc il y a eu sous l'égide de Météo France, des ingénieurs de recherche Météo France, des travaux statistiques autour de ces données. Et ici, vous avez les tendances sous forme des droites, comme je vous y ai habitué dans la partie 1 et 2, le Bas-Rhin et la barre ici du milieu. Et on voit très clairement qu'entre 1960, on est passé d'un peu plus de 250 ici, 270, 280 environ ici, à 350. Et donc ça correspond à une augmentation d'environ 11 mm tous les 10 ans dans le Bas-Rhin. Dans le Haut-Rhin, je n'avais pas la courbe, ou je ne l'ai pas mise, je ne sais plus. C'est un peu moins. Ce 11, vous le trouvez ici, c'est ce premier chiffre de l'équation de ces courbes, mais je ne vais pas vous saouler avec des mathématiques. Et vous voyez que c'est plus proche de 8 mm tous les 10 ans. Donc le Haut-Rhin est un peu moins frappé par cette augmentation de l'ETP que le Bas-Rhin. Petite précision pour ceux qui aiment les statistiques, ce rapport a fait les tests pour savoir si l'hypothèse est réellement, la droite est réellement représentative et a mis 0, 1, 2 ou 3 étoiles. 2 étoiles, ça veut dire que c'est significatif
avec moins de 1% d'erreur de se tromper. 3 étoiles, ça veut dire que c'est significatif, avec moins de 1 pour 1000, 0,1% de probabilité de se tromper. Ça veut dire que ces hypothèses-là, penser que cette courbe représente bien la variation est quasi certaine à 1 pour 1000 ou 1% près. Alors, les rapports n'ayant pas étudié les dernières années, j'ai un petit trou et j'ai trouvé des ETP sur une autre station d'un lycée qui a une station assez perfectionnée qui les met en ligne sur Infoclimat. Et là, on voit que 2020, c'était 347, 2021, année très humide, 284, et 2022, 426 mm sur les 3 mois d'été. Donc quand on revient en arrière, retenez environ 350, environ 280, environ 430. On revient en arrière et on est donc 430 serait ici haut. Voilà, là exactement. 280 évidemment serait par ici et 320 c'est à peu près ici. Donc voilà, on peut penser qu'avec le chiffre que je vous ai donné pour 22, ça a continué à monter légèrement sous toute réserve. En tout cas, sachez que ça, c'est le nombre de litres d'eau. Ce sont des millimètres, hein, donc équivalent à des litres d'eau par mètre carré que le climat, en quelque sorte, réclame du système sol-plante dans votre potager, dans le Bas-Rhin à Strasbourg. Et donc, on voit bien que 2022, c'est l'ETP qui a explosé plus que la chute des précipitations. Rappelez-vous le commentaire que j'avais fait dans la partie 2 où je disais finalement les précipitations c'est pas si catastrophique, mais si on part là à 426 et qu'on sait qu'on était plutôt vers 290, 300 dans les années 70, on voit que là, il y a presque 50% de demande en eau en plus. Donc ça cogne, et ça cogne par le biais de l'ETP, plus que toute autre chose. Et évidemment, lorsque en plus les précipitations sont défaillantes, la tension entre ce que réclame l'atmosphère et ce que les plantes et le sol peuvent livrer à cette atmosphère, cette tension va en croissant avec les effets que vous connaissez des plantes qui font la tronche. Alors j'évoquais tout à l'heure la notion de bilan hydrique agricole. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est tout simplement la différence entre ce qui rentre comme eau, comme précipitation, hein. Si c'est des grêles, ça compte aussi, puisque les grêlons finiront par fondre, ce qui rentre dans le sol, dans votre potager, et ce qui pourrait en sortir s'il n'y avait pas de frein. Donc la somme des ETP de chaque jour et les pluies qui devraient tomber régulièrement, et on fait le bilan de tout ça. Si le bilan est négatif, hein, donc s'il pleut moins sur une période donnée qu'il n'y a eu de cumul des ETP de tous les jours, on a un déficit hydrique agricole. Et dans un premier temps, les plantes vont continuer leur vie parce qu'il y a de l'eau dans la réserve du sol, ce qu'on appelle la réserve utile, plus exactement
la réserve facilement utilisable, c'est-à-dire la part de l'eau qu'il y a dans le sol et que dont les plantes peuvent disposer très très facilement. Si la RFU est vide, ou l'homme supplée, et c'est donc ce qu'on appelle l'arrosage ou l'irrigation raisonnée, c'est-à-dire on ne met pas un arrosoir d'eau tous les soirs, on met la quantité d'eau qu'il faut lorsque la RFU est vide. Il reste encore de l'eau dans le sol quand la RFU est vide. Ce n'est que la réserve facilement utilisable. Il reste de l'eau moins facilement utilisable et donc, pour ne pas mettre les plantes en situation de stress, c'est normalement quand la RFU, la réserve facilement utilisable, est épuisée et pour ne pas mettre les plantes en difficulté qu'on va agir. Si le bilan est positif, c'est le cas toute cette période hivernale, donc il y a, là il a plu pendant une semaine quand je descends dans mon jardin. C'est une gadoue, je pourrais presque faire de la luge avec mes bottes, dans le sens de la pente. Donc là on a, et le TP est très faible puisque donc il pleut et l'air est tout le temps saturé. On a des hygrométries de plus de 90% souvent. Donc à ce moment-là, on a un bilan positif, le bilan agricole est positif, trop de précipitations qui arrivent sur le sol, peu d'eau qui part, et à ce moment-là, c'est dans un premier temps la réserve utile du sol qui va se remplir. Donc, dans un premier temps, le sol peut stocker de l'eau, donc ça se remplit par le haut. Le sol stocke plus ou moins d'eau en fonction de sa texture, on va en parler dans un instant. Et puis, une fois que tout le sol est plein d'eau, comme on dit, est saturé, on a à ce moment-là l'eau qui s'écoule par le bas, ce qu'on appelle souvent improprement lessivage. On parle plutôt de percolation, vous voyez bien ce que c'est, votre percolateur, le café qui traverse. Donc ce qui coule en bas, c'est la percolation qui est la cause du lessivage. Le lessivage, c'est l'entraînement des éléments qui en résultent. Donc les deux sont totalement liés, on ne va pas chipoter sur la terminologie. Le vrai terme, percolation, l'eau fout le camp après le sol agricole utile et il peut entraîner des lessivages, donc créer des lessivages en entraînant un certain nombre d'éléments utiles. Et alors là, toujours dans le rapport Oracle Grand Est pour le département 67, on voit que en été, donc juillet-août, là l'été est très réduit sur les 2 mois les plus critiques, et on est de plus en plus souvent dans le rouge. De temps en temps, une année bleue. Là, c'était 2013. La suivante aurait été 2021. Et toutes les autres années, on a un déficit et parfois important. Vous avez là des années à moins 350. Là, on n'est pas loin de moins 350. Bon, petite interruption par le téléphone, ce foutu démarchage téléphonique qu'on n'arrive pas à maîtriser en France. Je reprends donc, on voit qu'un certain nombre d'années ici ont été au-delà des 200 mm ces derniers temps et 2019, 2022 qui ne sont pas là-dedans ne font sûrement pas exception. Donc, voilà la véritable image. Et vous voyez ici la moyenne flottante qui oscille un peu, mais qui est très clairement sur une pente descendante. Et donc là, voilà la véritable image, la véritable raison de ce ressenti que nous avons, que nos jardins manquent cruellement
d'eau. C'est vrai du côté des exigences en eau de l'atmosphère. C'est en partie vrai du côté des pluies, mais ce n'est pas le seul facteur qu'il faut regarder. Si vous regardez donc les 3 dernières années pour lesquelles j'ai à la fois les chiffres de cette station du lycée Couffignal, 2020, moins 168, on n'était pas loin des 200, et en 2022, moins 235, ce sont des millimètres de précipitation, donc c'est l'inverse d'une précipitation, des millimètres d'eau qui s'en vont, et il faut savoir que c'est 1 litre par mètre carré. Ça veut dire que si vos légumes ont assez d'eau et couvrent toute la surface du sol, en 2 mois, ce sont 235 litres par mètre carré qui foutent le camp. Multiplié par 100 mètres carrés si vous avez un potager, on va dire d'une taille raisonnable, 100 mètres carrés, c'est 10 mètres x 10 mètres, c'est 23 000 litres qui partent. 2021 était équilibré, je disais à l'instant qu'il était sans doute du côté du bleu, l'épaisseur du trait. Donc maintenant, on peut considérer que très très régulièrement, le bilan hydrique agricole est cruellement déficitaire en été. Et c'est ce contre quoi il va falloir s'adapter. Alors dans le Haut-Rhin, je passe vite fait, la situation est plus favorable. Je passe vite fait parce que donc j'ai rajouté ces tableaux-là dans la mesure où la conférence où j'ai présenté ces données a été faite dans le Haut-Rhin. Là, vous voyez que beaucoup plus souvent encore, donc à l'approche de la Suisse et du Jura suisse, on a des années humides et des années déficitaires, avec quand même une courbe qui a tendance à descendre. Pour compléter la description de ce système, donc l'atmosphère réclame de l'eau, on a vu le déficit agricole, précipitation moins, donc ce qui rentre moins ce qui sort, et j'évoquais que le sol a en fait une réserve dite utile. Et donc là aussi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour ceux qui n'auraient pas regardé Histoire d'eau, je crois que ça c'est le 3e épisode, où je détaille un peu cette notion. La réserve utile d'un sol agricole, c'est la quantité d'eau qu'il retient suffisamment pour qu'elle ne percole pas, mais pas trop pour que les plantes puissent l'utiliser. En gros, vous prenez un pot de fleurs, vous le trempez dans votre évier, vous l'oubliez pendant une demi-journée, vous le sortez, et au début, ça s'égoutte. C'est l'excès d'eau qu'il y avait dedans qui fout le camp. Donc ça compte pas, parce que cette eau-là, elle est nuisible, c'est ce qu'on appelle l'eau gravitaire, celle qui quitte le sol sous le simple effet de l'attraction terrestre, de la gravité terrestre. Elle est plutôt nuisible par 2 aspects. D'un côté, elle chasse complètement l'air du sol, et donc les racines des plantes et les organismes utiles aérobies du sol ne peuvent plus vivre dans un sol qui est ainsi saturé en eau. Donc il faut absolument évacuer ce trop d'eau, et on ne va donc pas la considérer comme utile. Ensuite, vous laissez votre pot, et petit à petit, les plantes vont l'évaporer, et arrivera un moment où votre plante flétrit. À ce moment-là, il reste encore de l'eau dans le sol. Si vous desséchez cette terre à ce moment-là dans une étuve ou dans votre four, vous verrez qu'il y aura encore de l'eau qui s'enlève. Vous pouvez simplement faire une pesée, et c'est très facile à mettre en évidence.
Mais cette eau n'étant pas assimilable par les plantes, on ne va pas la classer non plus dans l'eau utile que le sol renferme. Donc la notion de base en agronomie, c'est la réserve utile. L'eau que le sol retient suffisamment longtemps pour pas qu'il s'écoule, mais la partie d'eau que les plantes peuvent absorber. La réserve facilement utilisable, c'est une fraction de cette réserve utile seulement, parce que vous doutez bien que quand on approche du flétrissement, l'eau est de moins en moins facilement utilisable par les plantes, et donc les plantes commencent à être de plus en plus gênées pour trouver la quantité d'eau qu'il leur faut. Et donc, en agronomie, on dit que cette partie-là, bien qu'elle existe et bien qu'elle permette aux plantes de survivre, elle n'est pas suffisamment facilement utilisable pour que la plante puisse fonctionner correctement et produire beaucoup. Alors, on utilise des indices un peu pifométriques dans les sols qui retiennent fortement l'eau. On va dire que c'est la moitié de la RU. Dans les sols qui renferment un peu moins fortement l'eau, de type limon et de type sable, on va dire que c'est 2/3 de cette réserve utile. Et donc, si la RFU, la réserve facilement utilisable de votre sol, suite à un déficit agricole, est épuisée, vous subissez une baisse de la croissance, une baisse des rendements. La plante ne meurt pas encore parce qu'elle peut encore trouver de l'eau pour survivre, mais plus assez pour produire facilement. Par contre, si la réserve utile est épuisée, donc quand il n'y a plus d'eau assimilable par les plantes, si la situation dure ne serait-ce qu'un ou 2 jours, là, à ce moment-là, c'est la mort du végétal, surtout s'il n'a pas de réserve, s'il n'a pas une grosse racine, parce que des fois, sur un certain nombre de plantes qui font des bulbes, des racines, etc., le feuillage peut dessécher, mais la racine survit et il y a un rejet possible de feuilles. Voilà donc ici une cucurbitacée dans mon potager cet été, qui était en situation de flétrissement temporaire en milieu fin d'après-midi. Je repassais au même endroit sans avoir arrosé rien. Le lendemain matin, elle était tout à fait fringante parce qu'elle avait réussi à refaire le plein de ses cellules en allant chercher de l'eau plus difficilement accessible. On était donc au-delà de la RFU, mais avant la fin de la RU. Donc elle tapait dans ses dernières ressources en eau. Alors pour comprendre qu'est-ce qui se passe, il faut bien comprendre un mécanisme qui est peu connu des jardiniers amateurs, c'est le fait que la plante a des mécanismes pour lutter contre une consommation d'eau excessive, enfin très exactement contre une perte d'eau que l'atmosphère lui réclame, qui serait excessive de façon à survivre, mais au prix d'une croissance qui baisse, voire s'arrête. Ce mécanisme, c'est tout simplement les stomates que les plantes ont dans l'épiderme. Vous avez ici des belles photos au microscope électronique ou au microscope classique ici, qui montrent des stomates sur les feuilles de certaines plantes. Et donc, cette fente peut s'ouvrir ou se fermer en fonction du fait que la plante trouve facilement l'eau que lui réclame l'atmosphère au-dessus, alors elle laisse filer, ou au contraire,
elle commence à être en difficulté pour trouver l'eau, comme mon potimarron tout à l'heure, et elle resserre, referme ce stomate. Alors, comment se fait-il que les plantes se tirent une balle dans le pied en fermant ces stomates? Et pourquoi? Tout simplement que c'est aussi par ces stomates que se font une bonne part des échanges gazeux de la photosynthèse. Vous savez que la photosynthèse consiste à récupérer du gaz carbonique, du dioxyde de carbone, et avec les molécules d'eau que la plante a dans sa cellule, elle va, à travers le cycle de la photosynthèse, le cycle de Calvin, produire des sucres. Et puis ensuite, avec ce sucre et cette énergie, tout plein d'autres molécules, des protéines, des lipides, etc. Mais disons, l'entrée de l'énergie dans la plante se fait par les sucres simples, la synthèse du glucose, par absorption de CO2. Vous le savez sans doute, l'oxygène, il y a trop d'oxygène, CO2 plus H2O, il y a trop d'oxygène, et donc l'oxygène est un déchet de la photosynthèse chez les plantes, et donc cet oxygène doit être évacué. Et donc, un stomate ouvert veut dire pour une plante photosynthèse à son maximum. Un stomate qui se referme veut dire la photosynthèse ralentit. Et si le stomate se ferme pour assurer la survie de la plante le jour, au moment où il y a la lumière, c'est là que le climat, l'atmosphère réclame de l'eau. L'atmosphère réclame de l'eau, la plante ferme, et c'est le moment où il y a de la lumière pour faire de la photosynthèse. La nuit, ça se rafraîchit, le stomate s'ouvre, mais il n'y a pas de lumière, pas de carburant de la photosynthèse. Donc, en gros, nuit et jour, les plantes ralentissent, voire arrêtent la production de biomasse dès lors qu'elles n'arrivent pas à suivre les exigences de l'atmosphère, les exigences de la météo. Alors il faut savoir que du point de vue de la réserve en eau du sol et donc de la réserve facilement utilisable qui est une fraction, on a des injustices considérables en fonction de la nature du sol. Les sols sableux ont une très faible capacité, une faible capacité de retenir utilement de l'eau. Le sol sableux laisse filer. Les sols argileux, contrairement à une mythologie qu'ils véhiculent un peu trop facilement ces saligots, parce qu'ils sont glissants, parce qu'ils sont pâteux, on a l'impression que c'est plein d'eau, ce qui est vrai. Mais leur réserve utile n'est pas si importante que ça par l'autre bout. Même quand ils sont secs et durs, quand les argiles sont sèches et dures, il reste encore beaucoup d'eau, parce que ce sont des tout petits feuillets, une partie de l'eau se glisse entre ces feuillets, va se planquer. Bref, les argiles retiennent beaucoup d'eau, mais on garde beaucoup pour elles, que les plantes n'arrivent pas à extraire. Et donc, elles ont une réserve utile, c'est-à-dire ce que les plantes peuvent utiliser, relativement faible, meilleure que les sables, mais pas si excellent qu'on pourrait le penser. Et je vois dans les commentaires et dans les échanges que j'ai lors de mes conférences ou dans des mails, une très grave méprise à ce sujet. Tout le monde est persuadé, j'ai un sol argileux, tout va bien. Et bien les sols argileux, l'été, vos légumes peuvent faire la gueule grave, non pas parce que l'argile n'a pas retenu l'eau, mais parce que l'argile refuse de filer cette eau aux plantes. Si vous avez des sols argileux, mettez-vous bien ça en tête. Sinon, vous allez faire des erreurs graves en matière de gestion de l'eau dans votre sol. Les sols bénis sont les sols à base de limon,
et idéalement des sols limoneux avec un certain pourcentage d'argile. Vous avez des limons qui sont quand même des grands morceaux à l'échelle microscopique, et entre se glisse de l'argile, et tout ça va faire que de l'eau est retenue en grande quantité, mais comme les limons ne piègent pas l'eau, les plantes arrivent à le retirer. Et donc là, on a des réserves qui sont presque trois fois celles des sols sableux. Notez bien que c'est le nombre de litres par mètre carré qu'un sol stocke par centimètre d'épaisseur de sol. Donc chaque centimètre peut stocker par mètre carré, peut stocker jusqu'à pratiquement 2 litres d'eau quand il s'agit de sol argilo-limoneux, et seulement 0,7 litres quand il s'agit de sol sableux. Donc vous l'aurez compris, la RU dépend de la profondeur utile du sol. Alors la profondeur utile, ce n'est pas toute la profondeur de sol. Des fois, un sol repose sur un socle rocheux, donc ça s'arrête au niveau de ça. Des fois, le sol peut être sableux, mais il y a une nappe d'eau la moitié de l'année en dessous, ce qui fait que c'est asphyxiant. Donc les plantes ne vont pas aller installer des racines plus en profondeur. Il y a plein de raisons qui font que la profondeur utile d'un sol peut être réduite. Le mauvais travail du sol, ce qu'on appelle des semelles qu'on crée avec le passage d'outils rotatifs ou de charrues, aussi peuvent créer des obstacles à la pénétration des racines. Ça dépend bien entendu de la teneur en cailloux, gravier, etc., qui vont occuper de la place. Donc vous avez l'impression d'avoir un sol qui fait un demi-mètre, mais si un tiers c'est des cailloux, vous n'avez que 2 tiers d'un demi-mètre. Alors le dernier facteur qui influence considérablement la réserve utile ou la réserve facilement utilisable d'un sol, c'est le taux de matière organique, ce qu'on appelle parfois l'humus ou les matières organiques stables d'un sol, telles que vous les donnent les analyses de sol. Chaque pourcent de matière organique en plus pour 1 mètre d'épaisseur de sol va augmenter votre réserve utile ou votre réserve facilement utilisable plutôt de 15 litres par mètre carré. Ce qui est donc assez important. Mon sol actuellement, quand j'ai fait des analyses il y a 3 ans, avait à peu près 5,2, il doit aller vers les 6% de matière organique aujourd'hui, mais prenons 5% pour faire simple. Il est argilo-limoneux, donc il retient 1,95 litres par mètre carré pour chaque centimètre. Donc si je prends 100 cm, 1 mètre de sol, j'ai 195 litres de réserve utile dans mon sol. 5% de matière organique, je rajoute 5 fois 75 et 5 fois 15, pardon, 75, et j'obtiens donc ma réserve totale aux environs de 260-270 litres d'eau par mètre carré pour 1 mètre de profondeur de mon sol. Voilà des bases minimales qu'il faut avoir en tête. Un sol retient de l'eau, une partie de cette eau foule-camp percole, une partie de cette eau est trop fortement retenue, n'est pas disponible aux plantes. La différence entre les deux dépend vraiment des qualités physiques de votre sol, et on peut corriger facilement, augmenter ces réserves en jouant sur les taux de matière organique, donc des apports de matière organique qui vont se stabiliser dans le sol
et faire comme une sorte d'éponge avec tout plein d'autres éléments positifs sur le sol, sur sa structure, sur la croissance des plantes, sur la nourriture de la vie biologique, etc., etc., etc. Alors là, je m'adressais donc aux maraîchers alsaciens et je citais deux exemples un peu extrêmes. Le Corosberg, qui est ici une région dans la couronne de Strasbourg avec 30 mètres de loess, donc de limon éolien, des sols très profonds, sans cailloux, etc., riches en matière organique, enfin riches, ceux qui sont cultivés de façon en agriculture intensive ont perdu leur taux de matière organique, mais pour quelqu'un qui entretient un potager depuis 30 ans et a toujours apporté des matières organiques, s'il a un potager comme le mien avec 5%, on peut arriver à des réserves utiles sur 2 mètres de profond, parce que les plantes dans de telles conditions peuvent explorer le sol sur 2 mètres de profond, pas toutes les plantes, mais certaines plantes peuvent aller à de telles profondeurs. On peut avoir 500 litres par mètre carré à la sortie de l'hiver, au début du printemps. Et on a en Alsace ici une zone qui s'appelle la Harde, avec des alluvions et des gros galets des différentes rivières qui sortent des Vosges, donc c'est des espèces de cônes qui sont cachés évidemment aujourd'hui par la végétation, les forêts, les vignobles, les cultures. Mais là, on a énormément de cailloux. Si on prend là un sol agricole sableux avec 25% de cailloux et seulement 2% de matière organique, on n'a plus que 50 mm ou 50 litres par mètre carré. Donc des écarts possibles. J'ai pris volontairement là des situations extrêmes. Hein. C'était pour sensibiliser les professionnels à une réflexion autour de ce qu'on appelle la granulose, c'est-à-dire la composition de son sol en sable, limon, argile, éventuellement gravier, cailloux, etc. C'est en fonction de ça qu'on peut essayer de commencer à raisonner les questions d'irrigation et d'eau qui étaient le filigrane de cette conférence. Hein, donc je rappelle que la Comcom m'avait demandé d'intervenir pour initier un débat sur les consommations d'eau. Potager du paresseux, voilà ma granulo, voilà ma situation. Je suis exactement ici au coin d'une zone où mes sols seraient limoneux et là où ils sont limono-argileux. Ça veut dire que le caractère argileux commence à être un peu marqué. Donc un sol limoneux-argileux est un sol argileux. Mais l'adjectif qui vient avant vient nuancer ça. Hein. Donc c'est un sol argileux, mais un peu limoneux. C'est comme ça qu'il faut le lire. Hein. Ce n'est pas parce que c'est limoneux en premier qu'il est limoneux. Donc voilà, et là, une formule de Rawls que j'ai mis dans mon deuxième livre permet de calculer, il a 5,2% de matière organique, permet de calculer une RU de 207 mm. Donc, le calcul précis est un peu inférieur au chiffre à la louche que je viens de donner là tout à l'heure de 160. Hein. C'est plus proche de 210 par mètre d'épaisseur. Autre injustice, je ne m'appesantis pas, hein, juillet et août 2022, ces cartes Météo France montrent ce qui s'appelle le rapport à la normale 91-2020, donc celle qui est en cours, de différentes régions de France. Plus c'est rouge en juillet et plus on était en dessous des normales saisonnières, et plus on est, et là vous voyez que tout le monde souffrait, mais certains souffraient plus que d'autres. Ceux qui sont dans le rouge presque marron, là on est, c'était mon cas, hein, ici, moi je suis ici,
là on est à moins de 25% du cumul des précipitations. D'autres, ici dans les Pyrénées, ici une partie du centre, etc., ici en Normandie, étaient un peu moins frappés. Ils étaient entre 75 et 50%. D'autres même, peut-être quelques petits îlots qui étaient presque entre 75 et 100% des précipitations normales, ici et là. En août, on voit ça de façon beaucoup plus claire. Là, il y a des gens qui ont des zones en bleu. Ça veut dire que dans ces zones, il a plu davantage que la normale saisonnière. Chez moi, j'étais encore ici, hein, donc juste à la limite, avec un déficit léger d'environ 75%. Pourquoi cette carte? On a tendance aujourd'hui, je trouve, à être noyé dans le discours médiatique. Les journaux, les télés, les radios, à partir d'une donnée moyenne, vont claironner que c'est la sécheresse. Canicule, sécheresse, tourne en boucle sur tous les médias, et qu'on soit ici, ou là, ou là, ou là, on va finir par croire à l'encontre des évidences que c'est dramatique, on vit une dramatique sécheresse. Donc il y a, du fait du caractère erratique de la météo, une très grande injustice entre différents endroits où on va cultiver, on va jardiner, etc. Donc méfiance, très grande méfiance à l'égard des médias qui ne font en général pas ce genre de nuances. Et je suis consterné que même les médias régionaux, mais parce qu'ils n'ont plus qu'une seule agence, c'est la filiale d'un groupe qui édite 36 journaux régionaux sur toute la France, et il y a un gars qui écrit un article et qui est publié dans l'Est, dans le Nord, dans le Sud et dans l'Ouest. Et donc, on aurait tous la même sécheresse, la même canicule. Quelquefois, un chiffre est un peu réactualisé, mais l'analyse de fond ne va pas dans le sens de vous mettre face à une réalité. Donc faites l'effort vous-même de regarder et de vous mettre face à la réalité. Encore plus, une œillère encore plus grave, bien sûr, c'est le youtubeur qui, ici, va faire une jolie vidéo, là, parce qu'il a en août des précipitations anormalement élevées, et il va claironner avec sa brouette ou son panier de tel ou tel légume que, d'après lui, en faisant comme ça, en mettant des bouteilles de plastique à l'envers, en faisant comme si, en plantant d'après la Lune, il a obtenu une récolte remarquable, tandis que vous, là-haut, dans le nord, dans cette zone qui, pour le 3e mois de suite, n'a pas eu de pluie, vous allez pleurer et vous allez idolâtrer, vous risquez d'idolâtrer ce gars-là. Attention. Attention, nous ne jardinons pas à un instant T, un mois donné, avec la même météo. Alors là encore, hein, donc la conclusion toujours la même, c'est bien plus complexe tout ça quand on se penche maintenant sur les conséquences agricoles de ces évolutions, c'est bien plus complexe que juste plus 1,09 ou plus 1,07 de réchauffement global, donc au niveau du globe, et on est secoué avec beaucoup plus de vigueur. Il neige chez moi, en Namibie où j'ai vécu pendant 4 années, on est quand? On est en janvier, c'est la fin de la saison des pluies, tout est vert, il fait frais, les animaux sont heureux, etc. etc. Voilà.
Et donc quand il fait froid à un endroit, il faut toujours avoir en courbe ces courbes que vous voyez aux journaux météo. Si actuellement du bleu descend ici sur la France, c'est qu'il y a du rouge qui monte de l'autre côté sur l'Atlantique ou peut-être sur les États-Unis. Je n'ai pas été vérifié quel est le temps aux États-Unis. Eux, ils avaient du bleu il y a quelque temps et nous, on avait anormalement chaud. La moyenne au niveau du globe, ces événements-là se neutralisent. Simplement, vous jardinez ici, un coup de bleu ces jours-ci, et ça va s'accentuer demain, après-demain, et ça passe ou ça casse. C'est ça la difficulté du jardinier, loin de données très très macro, très lissées, telles qu'on les a dans les analyses du GIEC ou d'une façon générale sur le changement climatique, y compris ce que je vous ai montré, où j'ai essayé de discerner ces grandes tendances. Et donc ma conviction est, notez le mot conviction, c'est bien plus grave. C'est bien plus grave que ce plus 1, 0,9, etc. Ma conviction, et notez le terme conviction, est que cela s'accélère et que donc, à mon avis, malheureusement, la situation va s'empirer. Bon, le GIEC et mes remarques sur le GIEC ont suscité quelques commentaires assassins sur lesquels je ne m'appesantis pas. J'ai peur. Là, j'exprime une conviction. Il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis là, c'est l'homme qui parle. J'ai bien peur que le GIEC étant un machin du type ONU, on a cherché dans les rapports du GIEC plutôt le minimum syndical sur lequel tout le monde peut être d'accord. Je ne suis pas certain du tout, mais alors pas du tout, que c'est le pire. Je suis assez sincèrement convaincu que le pire ne peut pas ressortir dans ce type ce type de structure. Donc oui, il y a des gens qui nient le réchauffement, y compris quelques scientifiques, qui ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Mais oui, de l'autre côté, il y a des gens qui pensent que c'est bien pire. Et ce qu'on nous dit dans ces volumineux rapports qui font l'objet d'un consensus entre États, j'ai bien peur que ce soit un vague consensus mou, comme il y en a tant au niveau des Nations Unies, où on ne peut pas exprimer une opinion extrême, parce que tout de suite, il y aura un veto d'un des pays ou d'un autre. Et donc je suis arrivé à la conclusion que il fallait adapter ma façon de jardiner. Je n'ai pas, et loin de là, toutes les solutions. Il va falloir tâtonner pas mal, il va falloir chercher, des chercheurs cherchent, des jardiniers essayent, moi-même je fais des essais. La seule chose qui pour moi est une conviction profonde, jardiner comme le faisait mon père et comme mon père m'avait appris, est désormais suicidaire, et j'écris dans mon livre et j'y crois profondément. Donc la question à partir de maintenant est comment essayer de s'adapter. Bon, je vais encore une fois couper, donc ce n'est toujours pas la fin que certains peut-être attendent. Ceux qui sont fins psychologues parmi vous voient sans doute sur mon visage une certaine fatigue.
voilà, ceux qui sont pères savent que la vie de parents réserve parfois des surprises. Il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises. Là, voilà, des événements m'ont empêché un peu de bien dormir ces derniers jours. Donc, et puis, vous ne le voyez pas, mais le montage est relativement compliqué. Je me suis embarqué dans cette affaire multicaméra et je continuerai jusqu'à la fin de cette vidéo, mais je n'étais pas du tout conscient du travail de fou qu'était le montage. Donc la partie que vous allez voir là, c'est plus de 2 journées entières de travail. Chaque petit bout doit être coupé, positionné, etc. sur 3 lignes. Donc c'est absolument énorme. Très intéressant, ça m'intéresse de savoir. Je me demande comment on fait un film, etc. Comment à la télévision on fait des reportages. J'ai ce côté dramatique d'être curieux, ce qui me bouffe parfois une énergie démesurée. Donc je vous rassure, je vais mouliner ça. Il y a aussi, oui, troisième raison, c'est que le système est devenu instable. Donc avant-hier, j'ai perdu une partie du travail. J'ai dû recommencer 2 ou 3 heures de travail foutu en l'air parce qu'à un moment donné, tout s'est bloqué avec mon vieil ordinateur. Si j'étais un de ces jeunes modernes, réseaux sociaux, etc., évidemment, je créerais une cagnotte et je vous demanderais de me payer un superbe Macintosh, enfin non, c'est plus Macintosh maintenant, c'est MacBook, etc., mais parfaitement stable. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce type de machine et évidemment, ça fait rêver. Je ne me le suis jamais payé. Voilà. Je continuerai, hein, donc dès que j'aurai repris un peu de vigueur, je continuerai, je terminerai parce que les audiences sont tout à fait bonnes. Hein. Vous le savez que je n'ambitionne pas d'être dans le fameux classement des 20 youtubeurs potagistes parce que ça a un prix de chercher l'audience, ça a le prix d'être lisse, ça a un prix de faire ce qui plaît aux autres et non pas de faire ce qui me plaît à moi. Mon choix est très clair, hein. C'est ce que je dis souvent quand je dis cliquez en haut si ça ne vous plaît pas. Je ne cherche pas l'audience, j'exprime des convictions. Vous en faites ce que vous voulez, vous vous torchez avec, je m'en fous. Vous m'insultez, ça me peine, parce que, bien sûr, c'est toujours difficile à encaisser, mais malgré tout, je continuerai, et je continuerai dans ma voie. Les audiences ne sont pas si mauvaises. La chaîne gagne des abonnés, la chaîne a une audience certes confidentielle, la partie 2 a été vue par 5700, je crois. Alors c'est ridicule face aux 100 000 de certains, je ne parle pas des influenceurs qui ont 2 millions d'abonnés pour vendre des cosmétiques à base de sperme de baleine. Hein. Ça m'entriste sur l'humanité de voir à la fois qu'on peut être aussi con et se montrer et qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent à ça. Où va le monde quand les gens s'intéressent et idolâtrent des gens qui vous arnaquent, qui vivent dans des palaces à Doha en vous vendant des cosmétiques à base de sperme de baleine ou à base de botox pour avoir des lèvres enflées, etc., pour être une Kim Kardashian des faubourgs. Voilà, donc je ne serai jamais là et je me contenterai des 5000 que vous êtes à apprécier ce que je fais. Et donc pour ces 5000 et quelques, je ferai la dernière partie qui parlera à ce moment-là de concrètement toutes les
pistes, non pas des certitudes, parce que face au changement climatique, je n'ai aucune certitude, mais des pistes sur lesquelles je travaille. Mieux jardiner en hiver, jardiner plutôt au printemps, esquiver l'été et cultiver un certain nombre de légumes en automne. La question de l'arrosage, comment monitorer l'arrosage, puisque dans cette vidéo, je suis conscient qu'il y a une confusion sur la RU, RFU. À un moment donné, j'annonce 2 chiffres par 2 façons. Le calcul mental que j'avais fait, corrigé par un insert. Et puis plus loin, je donne la RU calculée selon la méthode de Rolls. Si vous vous demandez qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans, c'est la méthode de Rolls qui donne l'approximation la meilleure de ma RU, réserve utile de mon sol. Le reste, c'est des tableaux qui sont nécessairement extrêmement approximatifs. Un sol, on met dans un sol argilo-limoneux que la RU est de 1,95 litres par mètre carré et par centimètre de sol. On ne sait pas si les matières organiques sont comptées dedans ou pas. Et puis, argilo-limoneux, c'est très vague, alors que la formule de Rolls calcule avec le pourcentage de chacun des éléments qui constituent le sol. Donc voilà, il y a quelques approximations. Pour votre information, la partie improvisée sur le calcul n'était pas dans ma conférence aux professionnels, bien entendu. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, à bientôt. Je vais déjà faire mouliner le travail de ces 2 journées, 2 journées et demie, et mettre ça en ligne, régler quelques problèmes et revenir. Ciao et à bientôt.